Prenez un mètre ruban et mesurez l'empattement de la légendaire Renault 4. Vous serez horrifié. Le côté gauche de cette voiture est presque 5 cm plus long que le droit. Elle roule littéralement de travers. Dans ma dernière vidéo sur la Renault 16, vous avez fait exploser les commentaires. Vous avez écrit que la véritable révolution n'était pas la bourgeoise R16, mais la 4 populaire. Vous avez réclamé justice pour l'histoire et une enquête, et je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais prouver que la fameuse Renault 16 a sans vergogne plagié toute la technologie de la 4L populaire. Vous découvrirez pourquoi les ingénieurs ont délibérément abandonné une voiture bancale, comment un système de refroidissement fermé a épargné des millions de nerfs, et pourquoi ce bloc de fer spartiate survit dans le désert où les SUV modernes en plastique rendent l'âme. Regardez attentivement le tableau que l'histoire officielle de l'automobile a peint pour nous depuis 60 ans. D'un côté, trônant sous les projecteurs aveuglants des salons parisiens, la brillante et bourgeoise Renault 16. La souveraine incontestée, acclamée par la presse mondaine, couronnée voiture de l'année 1966, celle à qui l'on a attribué l'invention absolue du haillon, du plancher plat et de la modularité familiale. De l'autre côté, reléguée dans l'ombre crasseuse des chemins vicinaux, une petite boîte en ferraille couverte de boue, chargée de bottes de paille ou d'échelles de plombier, la modeste Renault 4L. Dans notre précédente enquête, nous avons suivi ce dogme. Nous avons couronné la Renault 16 comme la pionnière de l'automobile moderne, la matrice de nos véhicules contemporains. Et puis, la rébellion a éclaté. Nos commentaires ont explosé sous les frappes de clavier de centaines de puristes indignés. Vous avez hurlé à l'usurpation. Vous nous avez rappelé à l'ordre avec la précision impitoyable de ceux qui ont eu les mains dans le cambouis, de ceux qui connaissent l'odeur de la tôle chaude et le bruit des clés de 12. Et vous aviez viscéralement raison. L'histoire de l'industrie automobile souffre d'une mémoire atrocement sélective et d'un snobisme maladif. Les livres dorés sur tranche ont attribué tous les lauriers, toute la gloire médiatique à la R16. C'est une escroquerie intellectuelle monumentale. Une réécriture de l'histoire pour flatter les élites et effacer l'origine populaire de nos technologies. La vérité, nue, froide et cruelle, c'est que la Renault 16 n'a strictement rien inventé de ce qui a fait son succès. Elle a méthodiquement, froidement, pillé l'héritage d'une ouvrière. 4 années plus tôt, une machine rustique, rudimentaire, conçue non pas pour les cadres dynamiques, mais pour les paysans, les postiers et les maçons, avait déjà brisé tous les tabous. Elle avait déjà inventé la 5e porte. Elle avait déjà aboli le mur d'acier qui séparait le coffre de l'habitacle. La R16 s'est contentée de voler ses trouvailles, de les emballer dans du velours, des moquettes épaisses et des chromes étincelants pour s'en attribuer la paternité exclusive devant les caméras du monde entier. Mais pour rétablir la vérité et arracher la couronne de la tête de l'imposture pour la rendre à la 4L, nous ne pouvons pas nous contenter de mots. Nous allons devoir disséquer physiquement la voiture française la plus vendue de tous les temps. Et en plongeant sous sa fine tôle, en observant son squelette, nous allons exhumer une anomalie mécanique si scandaleuse, si visuellement choquante, que l'industrie a tout fait pour la banaliser. Si vous prenez un mètre ruban aujourd'hui et que vous mesurez les flancs de cette petite légende, vous serez frappé d'effroi. Vous penserez que l'usine a commis une erreur de montage monumentale. Elle est littéralement, physiquement asymétrique. Ses roues ne sont pas alignées. Avez-vous déjà remarqué ce défaut de fabrication hallucinant sur la 4L de vos parents ou de vos grands-parents ? Aviez-vous seulement conscience que l'un des côtés de cette voiture, pourtant produite à plus de 8 millions d'exemplaires, était ostensiblement plus court que l'autre ? Avouez-le dans les commentaires, car ce détail dérangeant est resté invisible aux yeux du grand public pendant des décennies. Accepter de vendre à l'échelle planétaire une voiture géométriquement difforme n'était pas une maladresse sur la chaîne de montage. C'était un sacrifice assumé, une mutilation mathématique volontaire exigée par la haute direction. Mais quelle haine viscérale, quelle obsession fiévreuse de détruire son concurrent direct a pu pousser le PDG de Renault à ordonner à ses propres ingénieurs de concevoir une machine qui, sur le papier, violait l'une des lois les plus élémentaires et les plus sacrées du design industriel. Nous sommes à la fin des années 50.
Et dans les bureaux insonorisés de la direction de la Régie nationale des usines Renault, l'atmosphère empeste la défaite stratégique. Sur l'asphalte lisse de la capitale, la marque aux losanges plastronne. Mais dès que l'on franchit les frontières de Paris pour s'enfoncer dans la France profonde, dans la boue des chemins de traverse et les cours de ferme, Renault n'existe plus. La ruralité, les paysans, la poste et les petits artisans n'ont Dieu et de bons de commande que pour une seule machine, la Citroën 2 chevaux. La 2 règne en despote absolu. Elle est frêle, elle est bruyante, elle penche dans les virages, mais elle est totalement invincible sur ce terrain. Pendant ce temps, que propose Renault aux travailleurs? La 4 chevaux et la Dauphine. Des voitures aux rondeurs bourgeoises, séduisantes, mais frappées d'une infirmité génétique impardonnable. Leur moteur est greffé à l'arrière. Essayez un instant d'imaginer un agriculteur ou un maçon tentant de charger un mouton, des bottes de paille ou 10 sacs de ciment dans une Dauphine. Il ouvre le capot avant et se retrouve nez à nez avec un trou misérable, tout juste bon à avaler un petit sac de voyage et la roue de secours. L'architecture du tout à l'arrière est une impasse évolutive majeure. Elle coupe physiquement Renault du peuple travailleur. L'humiliation face au rival au chevron est viscérale. C'est cette haine froide, ce complexe d'infériorité cuisant qui va déclencher l'une des révolutions industrielles les plus foudroyantes de l'après-guerre. Pierre Dreyfus, le redoutable PDG de la Régie, convoque son état-major et ses ingénieurs. Il ne leur demande pas d'améliorer vaguement un modèle, il leur donne l'ordre d'anéantir la 2 chevaux. Il fixe ses designers dans les yeux et lâche une métaphore qui va pulvériser les conventions de l'époque. « Faites-moi une voiture qui soit comme un blue jeans ». Un blue jeans. Le vêtement de travail américain par excellence. Une toile de Nîmes que le paysan porte pour labourer la terre, que l'ouvrier enfile à l'usine, mais que l'étudiant arbore aussi fièrement sur les barricades, et que le bourgeois revêt le week-end dans sa résidence secondaire. Un objet universel, utilitaire, indestructible et, par-dessus tout, dénué de la moindre classe sociale. Mais pour forger ce blue jeans d'acier, Dreyfus exige l'impossible. Il réclame une soute arrière capable de tout engloutir, un espace de chargement sans la moindre concession. Et là, le couperet tombe sur l'ego des ingénieurs de Boulogne-Billancourt. Pour obéir, ils vont devoir renier leur propre religion. Ils vont devoir arracher le moteur de l'arrière pour le jeter à l'avant et abandonner la propulsion pour se plier à la traction avant. Pour ces hommes qui ont bâti l'empire Renault de l'après-guerre sur le dogme du moteur arrière, c'est une abjuration terrifiante. C'est avouer publiquement que Citroën avait raison depuis 20 ans. Le traumatisme culturel dans les couloirs du bureau d'études est d'une violence extrême. La tension est à son paroxysme, mais Dreyfus est inflexible. Le dogme de l'ingénierie doit mourir pour que l'outil universel puisse naître. Avez-vous, vous aussi, connu ces inévitables batailles de clochers dans vos familles? Ces affrontements acharnés entre les pros 2 chevaux et les pros 4 litres? Laquelle de ces 2 légendes incarnait, selon vous, le véritable génie de la France travailleuse? Jetez vos arguments dans les commentaires, car l'affrontement que nous dévoilons ne fait que commencer. Pour terrasser la 2 chevaux, la nouvelle création de Renault ne doit tolérer aucun obstacle intérieur. Le plancher arrière doit devenir une plaine immense, rigoureusement plate. Mais sous cette tôle, la réalité physique de la mécanique attend les ingénieurs comme un mur de briques. Dans la suspension classique, on dresse un ressort hélicoïdal à la verticale. Or, planter des tourelles de suspension à l'arrière d'un véhicule perfore immédiatement le plancher plat, détruisant tout le volume utile. La seule issue de secours pour les ingénieurs acculés est d'abandonner les ressorts, de coucher l'acier et de le tordre horizontalement sous la caisse. Mais lorsque vous tentez d'aligner 2 lourdes barres de torsion sur un même axe transversal pour soutenir les 2 roues arrière, les lois intangibles de la physique vous hurlent un verdict effroyable. 2 masses d'acier massives ne peuvent absolument pas occuper le même espace physique au même instant. Face à cette impossibilité matérielle incontournable, le bureau d'études acculé va commettre un péché géométrique si grotesque, si mathématiquement insensé, qu'il aurait dû envoyer l'ingénieur en chef directement à l'asile psychiatrique.
Deux masses d'acier massif ne peuvent pas occuper le même espace physique au même instant. C'est la loi fondamentale de l'impénétrabilité de la matière. Et dans les sous-sols du bureau d'études de Renault, cette loi inviolable de la physique n'était pas un débat philosophique de comptoir. C'était un cauchemar mathématique brutal qui menaçait d'étouffer le projet de la voiture Blue Jeans dans l'œuf. L'obsession absolue de Pierre Dreyfus, nous l'avons vu, était d'offrir au monde paysan et ouvrier une soute capable de tout engloutir. Et pour y parvenir, l'exigence technique numéro 1 était incontournable. Il fallait un plancher arrière rigoureusement, parfaitement plat. Une immense plaine de tôle ininterrompue, depuis le dos des sièges avant jusqu'au pare-choc arrière. Mais penchez-vous sous la carrosserie de n'importe quelle automobile classique de l'époque pour comprendre le mur infranchissable qui se dressait devant les ingénieurs. Pour absorber l'énergie cinétique d'un nid de poule, l'industrie utilise massivement le ressort hélicoïdal, le fameux ressort à boudin. Or, ce ressort travaille à la verticale. Il exige d'énormes tourelles en acier, des cloches d'amortisseurs qui viennent inévitablement percer le plancher et envahir l'espace du coffre. Impossible d'y glisser de lourdes planches de bois, un meuble ou du matériel agricole si deux excroissances métalliques massives encombrent le passage. Pour obtenir ce fameux plancher plat, les ingénieurs de Boulogne-Billancourt devaient prendre le ressort vertical, ce dogme de la mécanique, et le jeter purement et simplement à la poubelle. Il fallait trouver un moyen d'amortir la voiture avec une technologie qui pouvait s'allonger, disparaître, se tapir horizontalement sous le châssis à l'abri des regards. L'arme fatale portait un nom, la barre de torsion. Le principe est d'une élégance redoutable. Imaginez une très épaisse tige d'acier élastique couchée à l'horizontale sous la voiture. Une extrémité de cette barre est fixée au châssis, l'autre est reliée au bras de la roue. Lorsque la roue heurte une bosse et remonte, elle force la barre d'acier à vriller sur elle-même. La torsion du métal absorbe l'énergie du choc, puis le métal reprend sa forme initiale, repoussant la roue vers le sol. C'est invisible, ça ne prend aucune place en hauteur, et cela laisse le plancher totalement libre. C'était la solution miracle. Jusqu'au moment où les ingénieurs se sont heurtés au mur de la géométrie rurale. Pour que cette suspension soit suffisamment souple et offre un débattement capable d'encaisser les chemins de terre défoncés, les sillons des champs labourés et les routes départementales non goudronnées de la France des années 60, il fallait que la tige d'acier puisse vriller énormément. Et pour vriller sans casser, une barre de torsion doit être extrêmement longue. Elle devait mesurer la largeur totale de la voiture. Voici le problème balistique mortel. Vous avez une roue arrière gauche. Vous avez une roue arrière droite. Chacune de ces roues exige une barre de torsion longue d'1,20 m. Si vous alignez vos deux roues arrière parfaitement sur le même axe, comme le veut la logique la plus élémentaire et comme l'a fait absolument tout constructeur depuis l'invention de la charrette à bras, vos deux barres de torsion transversales vont entrer en collision frontale plein centre sous la voiture. L'acier va buter contre l'acier. L'équipe de conception est prise au piège. Soit ils raccourcissent les barres de moitié, et la voiture devient un bout de bois invivable qui brisera le dos de ses occupants au premier dos d'âne. Soit ils abandonnent le plancher plat, trahissant l'ordre direct de leur PDG. C'est face à cette impasse que l'ingénierie de Renault va commettre un acte de piraterie industrielle d'une audace qui confine au génie pur, ou à la psychopathie. Ils vont prendre une décision tellement effarante que même aujourd'hui, de nombreux mécaniciens refusent d'y croire avant de l'avoir mesurée de leurs propres mains. Puisque les deux barres ne pouvaient pas se croiser, ils ont tout simplement décidé d'installer la barre de torsion de la roue droite devant la barre de torsion de la roue gauche. La conséquence anatomique de cette décision est un blasphème absolu. Saisissez un mètre ruban. Allez mesurer l'empattement de la légendaire Renault 4L, c'est-à-dire la distance entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière. Sur le flanc gauche de la voiture, votre mètre indiquera 2,44 mètres. Passez maintenant sur le flanc droit. Tirez le ruban. L'empattement s'arrête à 2,39 mètres. La roue arrière droite est littéralement avancée de 4,8 cm par rapport à la roue arrière gauche. La Renault 4, le véhicule français le plus diffusé dans l'histoire de l'humanité, l'icône de la poste et de la gendarmerie, ne roule pas droit.
Elle est physiquement asymétrique. Elle avance en crabe, traînant une difformité géométrique qu'aucune autre industrie, dans aucun autre pays au monde, n'aurait osé assumer sur un véhicule de très grande série. Mais cette hérésie géométrique cachait une revanche éblouissante. Ce qui aurait dû être un désastre dynamique sur le papier s'est transformé en un miracle sur l'asphalte. Parce que les barres de torsion faisaient toute la largeur du véhicule, le débattement de la suspension arrière est devenu monstrueux. La 4L ne roulait plus sur les routes de campagne, elle lévitait au-dessus. Elle engloutissait les nids de poules avec une désinvolture insolente, offrant un confort de tapis volant qui n'avait strictement rien à envier aux plus luxueuses berlines de l'époque. Le paysan ne se souciait pas de savoir si ses roues étaient alignées au millimètre près. Il se souciait que ses caisses d'œufs n'explosent pas à l'arrière de sa voiture en traversant la forêt. L'utilité venait de terrasser la symétrie. Seriez-vous prêt aujourd'hui, en signant le chèque d'une voiture neuve valant des dizaines de milliers d'euros, à accepter que son châssis soit délibérément asymétrique de 5 cm juste pour vous offrir un plus grand volume de coffre ? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ce sacrifice mathématique est le summum du génie français ou une erreur de conception que l'industrie a maquillée avec brio. L'asymétrie était le prix à payer et il avait été payé. Le plancher plat, cette immense étendue de tôle nue et lisse, était enfin une réalité sous les yeux des ingénieurs fatigués. Ils avaient vaincu la physique. Mais en regardant leur création, un frisson glacial parcourut l'équipe. Avoir un plancher immense et totalement vide ne sert rigoureusement, tragiquement, à rien si le propriétaire du véhicule doit passer ses journées à contorsionner ses marchandises à travers la petite ouverture d'un coffre traditionnel. Pour que la voiture Blue Jeans devienne véritablement l'outil universel promis par Pierre Dreyfus, il ne suffisait plus de vider l'intérieur. Il fallait attaquer la structure même de l'automobile. Il fallait prendre une scie circulaire, s'approcher de la poupe du véhicule et procéder à l'ablation totale du panneau arrière. Comment découper la moitié d'un châssis sans que la voiture ne s'effondre sur elle-même sous son propre poids? Et quelle invention foudroyante, née de cette mutilation structurelle, la R16 allait-elle s'approprier avec tant de mépris quelques années plus tard? La réponse à ce suicide structurel résidait dans une redéfinition pure et simple de l'anatomie automobile. Pour découper la face arrière d'un véhicule sans que la carrosserie ne s'effondre lamentablement sur l'asphalte au premier coup de frein, les ingénieurs de Renault ne pouvaient pas simplement laisser un trou béant. Ils devaient concevoir une prothèse monumentale, une pièce de tôle emboutie d'une rigidité psychotique, capable de refermer la plaie tout en redonnant au châssis sa cohésion originelle. Ils ont pris la lunette arrière, ils ont pris la malle, et ils les ont fusionnés en un seul et unique bouclier articulé. C'est ainsi qu'au mois d'août 1961, la Régie nationale des usines Renault commet l'irréparable. Elle dévoile au monde la Renault 4. Le choc visuel est d'une brutalité insoutenable pour la haute société de l'époque. Les journalistes et les critiques automobiles, habitués au galbe sensuel des carrosseries italiennes et à la majesté bourgeoise des berlines tricorps, se retrouvent figés d'horreur devant cet objet. L'arrière de la 4L ne descend pas en pente douce, il est tranché net. C'est une chute verticale, abrupte, un mur d'acier qui se soulève d'un seul bloc vers le ciel, dévoilant les entrailles de la machine. Ils viennent d'assister à la naissance officielle du haillon sur un véhicule de très grande série, la fameuse 5e porte. L'accueil médiatique est un bain de sang. La presse parisienne la lynche en place publique, l'affublant instantanément du surnom méprisant de boîte à savon. L'élite la juge hideuse, utilitaire, vulgaire. Dans les couloirs du rival historique, chez Citroën, la stupeur cède immédiatement la place à une fureur paranoïaque. Pierre Berco, le grand patron de la marque au chevron, fulmine. Il regarde l'architecture de cette nouvelle Renault, sa suspension souple, son minimalisme, et hurle au vol industriel. Il accuse publiquement Renault d'avoir honteusement plagié la philosophie de sa sacro-sainte 2 chevaux. La tension est à son paroxysme. L'état-major de Boulogne-Billancourt sent le sol se dérober sous ses pieds. Des milliards de francs ont été engloutis dans la conception de ce plancher plat asymétrique et de ce haillon révolutionnaire. Si le public écoute la presse et rejette cette boîte à savon,
Renault court tout droit vers la faillite la plus humiliante de son histoire. Le destin de la plus grande entreprise de France ne tient plus qu'à un fil. Face au mépris des élites et à l'arrogance des journalistes, Pierre Dreyfus prend alors une décision d'une témérité absolue. Puisque les salons parisiens crachent sur sa voiture, il va la confier à ceux qui ont les mains calleuses et le dos brisé. Il lance l'opération « Prenez le volant ». 200 Renault 4L, peintes de couleurs vives, sont lâchées sur les routes de France, mises gratuitement à la disposition des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des mères de famille. Dreyfus leur donne une seule consigne : maltraitez-la. C'est sur le terrain, dans la boue des chemins vicinaux et sur les pavés des marchés ruraux que la 4L va exécuter son coup d'état magistral. Lorsqu'un paysan ouvre ce haillon décrié, il ne voit pas une insulte esthétique, il voit un miracle logistique. Mais la véritable déflagration survient lorsqu'il s'attaque à la banquette arrière. Les ingénieurs de Renault, poussant la logique utilitaire jusqu'à la folie, ont conçu des sièges montés sur des armatures tubulaires ultra légères. D'un simple geste, sans le moindre outil, la banquette arrière se replie, bascule vers l'avant, s'écrase contre les sièges avant et dégage instantanément le fameux plancher plat asymétrique. En quelques secondes, la modeste voiture familiale vient de muter en une redoutable fourgonnette capable d'engloutir des bottes de foin, des sacs de gravats ou un réfrigérateur. Sans que personne ne l'ait théorisé dans de grands discours philosophiques, la Renault 4L vient d'inventer la modularité automobile. C'est la naissance de la voiture-outil, de l'engin à tout faire. Mais Dreyfus savait pertinemment qu'une machine destinée à subir les pires châtiments devait posséder une constitution biologique hors norme. Un outil universel ne doit jamais réclamer d'attention. Or, dans les années 60, posséder une voiture exigeait des connaissances en mécanique. Les moteurs surchauffaient à la moindre côte, les radiateurs bouillaient, et l'automobiliste devait chroniquement ouvrir le bouchon brûlant pour y remettre de l'eau, au risque de se faire ébouillanter le visage. C'était une servitude mécanique insupportable. Pour briser ces chaînes, les ingénieurs de Renault ont greffé dans les entrailles de la 4L une technologie qui va foudroyer la concurrence mondiale. Ils inventent le premier circuit de refroidissement scellé, hermétique, fonctionnant en circuit fermé grâce à un vase d'expansion. Le système ne fonctionne plus avec de l'eau, mais avec un liquide antigel spécial pressurisé. Le résultat est un bouleversement complet de la relation entre l'homme et la machine. Le moteur de la 4 litres ne bouge jamais, ne gèle jamais et ne nécessite plus aucune remise à niveau. La voiture ne boit plus. Elle ne demande plus d'entretien quotidien. Elle a été abolie des contraintes thermiques, dépourvue des fameux graisseurs de suspension qui exigeaient de ramper sous le châssis tous les 1000 km. C'est la première voiture au monde que l'on peut traiter avec un mépris total, que l'on peut garer dehors sous la neige ou sous le soleil cuisant et qui démarrera le lendemain matin au quart de tour. La 4L est devenue un esclave mécanique immortel. Avez-vous dans votre famille le souvenir de ces vieilles voitures dont il fallait systématiquement purger le radiateur ou rajouter de l'eau avant de partir en vacances, dans l'angoisse de la panne? Connaissiez-vous l'origine de ce fameux vase d'expansion qui équipe aujourd'hui absolument tous les véhicules du monde? Et saviez-vous qu'il avait été conçu spécifiquement pour qu'une petite voiture de paysan ne tombe jamais en panne? Racontez-nous vos pires souvenirs de surchauffe moteur dans les commentaires. La revanche de la boîte à savon est totale. Les critiques se taisent, balayées par un succès commercial foudroyant. La Renault 4L ne s'est pas contentée de battre la 2 chevaux, elle a conquis la planète. Elle a validé la traction avant, le moteur avant, le haillon, le plancher plat, l'empattement asymétrique et le circuit scellé. Elle a fait tout le travail sale. Elle a essuyé les plâtres, enduré les moqueries de l'élite et prouvé la supériorité absolue de cette nouvelle anatomie. Mais dans l'ombre des bureaux de Boulogne-Billancourt, les cadres dirigeants en costume croisé n'avaient aucune intention de laisser la gloire technologique de la marque entre les mains d'un véhicule recouvert de boue et de paille. Alors que la classe moyenne française commençait à s'enrichir, que les cadres exigeaient plus de confort et de statut, une décision d'un cynisme corporatiste effroyable fut prise. La direction allait observer ce chef-d'œuvre rustique, s'emparer de ses moindres brevets, copier scrupuleusement sa moindre trouvaille structurelle
et masquaient l'ensemble sous une épaisse couche de chrome, de moquette et d'arrogance bourgeoise. Ils allaient créer la R16. Et en orchestrant ce hold-up industriel spectaculaire, ils s'apprêtaient à rayer méthodiquement le nom de la petite ouvrière des livres d'histoire pour offrir la couronne à l'une des pires usurpatrices de l'industrie française. L'histoire industrielle, tout comme l'histoire politique, est exclusivement rédigée par les vainqueurs. Et dans le monde impitoyable de l'automobile, les vainqueurs sont rarement ceux qui ont les mains couvertes de cambouis. Ce sont ceux qui portent des costumes croisés et qui savent organiser des cocktails pour la presse parisienne. Nous sommes au milieu des années 60. La France est en pleine mutation. La reconstruction d'après-guerre est achevée, les 30 glorieuses crachent des taux de croissance vertigineux et une nouvelle classe moyenne, riche, avide de confort et de reconnaissance sociale, émerge massivement. Pour la direction de Renault, il est hors de question de laisser cette nouvelle bourgeoisie dépenser ses francs chez la concurrence. Il leur faut une voiture statutaire, une berline haut de gamme, capable de transporter les cadres dynamiques vers leur résidence secondaire. Mais comment concevoir ce nouveau fleuron sans prendre le risque de se ruiner dans des recherches hasardeuses? La réponse de la direction de Boulogne-Billancourt est d'un cynisme vertigineux. Ils ne vont rien inventer. Ils vont regarder en bas, tout en bas de leur propre échelle sociale, vers cette petite ouvrière rurale qu'ils méprisent tant, la Renault 4L. Et ils vont procéder au plus grand hold-up intellectuel de l'histoire de la marque. Les ingénieurs en charge du futur Projet 115, la future Renault 16, ouvrent les entrailles de la modeste 4 litres et pillent méthodiquement la totalité de son code génétique. Absolument tout ce qui a fait le succès de la petite paysanne est arraché, copié et redimensionné. Ils volent le concept du moteur avant couplé à la traction. Ils volent le circuit de refroidissement scellé, ce fameux vase d'expansion qui empêchait la surchauffe. Ils volent l'idée de la 5e porte, ce haillon coupé à la verticale qui avait tant fait hurler au scandale quelques années plus tôt. Ils volent le plancher rigoureusement plat pour engloutir les bagages. Et surtout, ils volent l'hérésie géométrique absolue. Pour garantir le confort et l'espace de leur future berline bourgeoise, les ingénieurs reprennent la suspension par barre de torsion transversale de la 4L. La Renault 16 héritera donc, elle aussi, de cette tare congénitale. Elle sera physiquement asymétrique. Pire encore, sur la R16, l'écart d'empattement entre la roue arrière gauche et la roue arrière droite n'est plus de 5 cm comme sur la 4L, il atteint la proportion délirante de 7 cm. La luxueuse berline roulera en crabe, exactement comme la petite ouvrière dont elle a pompé l'ADN. Mais l'injustice ne réside pas dans le fait de copier une bonne technologie. L'injustice réside dans l'amnésie organisée qui va suivre. En 1965, la Renault 16 est présentée au grand public et à la presse internationale. Le tour de passe-passe de la direction de Renault frise le génie manipulateur. Ils ont pris l'architecture d'un utilitaire de campagne, mais ils l'ont enveloppé dans des sièges en velours épais. Ils l'ont tapissé de moquettes insonorisantes. Ils lui ont greffé des accoudoirs rembourrés, un moteur puissant et des pare-chocs étincelants de chrome. La réaction de la presse est à vomir d'hypocrisie. Ces mêmes journalistes automobiles, ces mêmes snobs des salons parisiens qui, 4 ans plus tôt, avaient craché sur la Renault 4L, la traitant de boîte à savon hideuse et indigne, tombent soudainement à genoux devant la Renault 16. Aveuglés par le velours et le vernis, ils hurlent au génie. Ils crient à l'innovation du siècle. Ils encensent cette 5e porte magique et cette modularité révolutionnaire, comme si elle venait d'être inventée par une intervention divine. Fin 1965, l'imposture est couronnée de succès. La Renault 16 est élue voiture européenne de l'année. Elle rafle toute la gloire. Elle accapare toutes les unes des magazines. Elle s'arroge le titre de reine de la route. Dans l'inconscient collectif et dans les livres d'histoire que vous pouvez encore lire aujourd'hui, c'est elle, la R16, qui a inventé l'automobile moderne, la voiture à vivre, le haillon familial. La Renault 4L, elle, est effacée du brevet intellectuel. Elle est renvoyée dans la boue de ses champs. Elle a servi de rat de laboratoire. Elle a essuyé les plâtres, enduré les moqueries, prouvé sur les pires chemins de terre du pays que la structure asymétrique pouvait tenir le choc, tout cela pour qu'une berline embourgeoisée puisse s'approprier les lauriers et parader sur l'avenue des Champs-Élysées.
La 4L a pris les balles pour que la R16 puisse porter la couronne. C'est le triomphe cynique du packaging sur la substance, la victoire de l'emballage bourgeois sur l'outil prolétaire. Avez-vous déjà vécu cela dans votre propre vie ? Avez-vous déjà travaillé d'arrache-pied sur un projet, pris tous les risques, essuyé toutes les critiques de votre hiérarchie pour voir soudainement un collègue un peu plus arrogant ou un supérieur en costume s'approprier votre travail, le présenter sous un nouveau nom et récolter toutes les augmentations et les félicitations de la direction ? Partagez cette rage dans les commentaires, hurlez votre injustice, car ce que vous avez ressenti dans vos bureaux, la petite 4L l'a subi à l'échelle d'une nation entière. Cependant, le temps est le juge le plus froid, le plus cruel et le plus incorruptible de l'histoire industrielle. La R16 a été la star fulgurante des 30 Glorieuses. Mais comme toutes les reines conçues pour flatter l'ego d'une époque, elle a fini par vieillir avec une fragilité dramatique. Son acier mal protégé a été dévoré par une corrosion foudroyante. Ses velours se sont déchirés, ses chromes se sont piqués, et dès la fin des années 70, la bourgeoise adulée s'est mise à disparaître de nos routes, avalée par les broyeurs des casses automobiles, broyée par la redoutable obsolescence programmée de la société de consommation qu'elle avait elle-même contribué à créer. La R16 n'est plus qu'un souvenir lointain, un fantôme de tôle rouillée. Mais pendant que la reine usurpait et mourait dans l'indifférence, la petite boîte carrée, l'outil asymétrique des paysans que tout le monde croyait condamné à l'anonymat, refusait catégoriquement de mourir. Elle s'apprêtait à survivre à ses maîtres, à pulvériser tous les records de longévité et à affronter les environnements les plus meurtriers et les plus inhospitaliers de la planète Terre pour prouver, une fois pour toutes, qui était la véritable souveraine de la mécanique française. L'histoire, dans sa froide et implacable lucidité, a fini par dévorer la Renault 16. La belle bourgeoise, alourdie par ses propres artifices, a sombré dans l'oubli, rongée par la corrosion foudroyante de ses métaux mal protégés et par l'obsolescence inéluctable de son confort capitonné. Les reines de salon ne survivent jamais à l'épreuve du temps. Mais pendant que la R16 s'effritait dans les casses automobiles, la petite boîte en ferraille, l'outil asymétrique que l'élite parisienne avait si ardemment méprisé, refusait avec une obstination surnaturelle de rendre l'âme. La Renault 4L n'allait pas seulement survivre à sa propre usurpatrice, elle allait pulvériser absolument tous les records de la folie industrielle et imposer son hégémonie sur la planète entière. Ce n'est plus un simple succès commercial, c'est une épidémie mécanique globale. Les chaînes de montage ne se sont pas arrêtées au bout de 10 ans, ni de 20. La production de la 4L a hurlé à un rythme frénétique pendant plus de 3 décennies, ne s'éteignant qu'en 1992. Plus de 8 millions d'exemplaires ont été crachés par les usines du monde entier. 8 millions d'anomalies géométriques lâchées sur l'asphalte. Et elle ne s'est pas contentée de motoriser les paysans. Elle est devenue l'épine dorsale structurelle, le système sanguin de l'État français. Sans elle, le pays s'arrêtait de tourner. Regardez les archives des 30 Glorieuses et des années de crise qui ont suivi. Qui apportait le courrier dans les hameaux les plus reculés, affrontant la neige et la boue ? Les 4L jaunes de la Poste. Qui venait réparer les lignes à haute tension sous les pires tempêtes ? Les 4L bleus d'EDF. Qui traquait les contrevenants sur les chemins forestiers impraticables ? Les 4L de la Gendarmerie nationale. L'État tout entier reposait sur cette suspension asymétrique. Elle était devenue la colonne vertébrale d'une nation en mouvement, un outil d'une fiabilité si écrasante qu'il en devenait invisible, fondu dans le paysage. Mais la véritable mesure de l'immortalité d'une machine ne se jauge pas sur les départementales goudronnées de l'Hexagone. Elle se jauge dans les environnements les plus hostiles, les plus meurtriers et les plus impitoyables que la Terre puisse offrir. Des décennies après l'arrêt de sa production, alors que ses concepteurs sont morts et que ses plans ont jauni, la 4L affronte son épreuve du feu ultime, le 4L Trophy. Imaginez le blasphème technologique. Des milliers d'étudiants, sans aucune compétence en ingénierie, achètent des épaves de plus de 30 ans, rongées par le temps. Ils chargent ces carcasses asymétriques à ras-bord de matériel humanitaire et les jettent littéralement dans la fournaise du désert du Sahara.
Des milliers de kilomètres d'ergue orientale, des températures à faire fondre l'acier, des pistes rocailleuses qui disloqueraient le train avant de n'importe quelle berline contemporaine en moins d'1 heure. Et que se passe-t-il dans cet enfer de sable ? La magie noire de la torsion transversale opère. Là où les monstrueux 4x4 modernes de 2 tonnes sans sable creusent leur propre tombe sous le poids de leur arrogance et voient leurs capteurs électroniques griller sous la chaleur, la frêle 4 litres, forte de ses 700 kilos et de son débattement irrationnel, lévite au-dessus des dunes. Elle encaisse les chocs destructeurs, rebondit, tord ses barres d'acier asymétriques et continue d'avancer. Elle ridiculise la technologie moderne par la puissance absolue de sa frugalité. C'est ici que la leçon morale nous frappe au visage avec la violence d'un coup de poing. Qu'est-ce que l'innovation véritable ? L'industrie nous a lavé le cerveau. Elle nous a convaincus que l'innovation résidait dans la complexité, dans l'accumulation morbide d'options, de câblages et de processeurs. La 4L nous hurle exactement le contraire. L'innovation pure, le génie absolu, c'est l'intelligence de la simplicité. C'est la capacité de concevoir une machine que l'on peut réparer sur le bord d'une piste marocaine, par 50 degrés, avec une simple clé de 12, une pince multiprise et un bout de fil de fer trouvé dans la poussière. Comparez ce chef-d'œuvre de résilience à la tragédie de l'automobile moderne. Aujourd'hui, l'industrie a perdu la raison. Vous signez un chèque de 40 000 € pour acquérir un monolithe de 2 tonnes. Votre voiture est mathématiquement rigoureusement symétrique. Elle repose sur des jantes de 20 pouces obscènes et fragiles. L'habitacle est une salle de contrôle spatial tapissée d'écrans tactiles. Mais roulée sous une forte pluie et un simple capteur logiciel défaillant, une sonde de débitmètre minuscule, un grain de sable dans le réseau multiplexé, suffit à figer instantanément ce monstre technologique. Votre tableau de bord s'illumine comme un arbre de Noël, le moteur se met en mode dégradé et vous vous retrouvez paralysé, impuissant, sur la bande d'arrêt d'urgence, condamné à attendre qu'un technicien vienne brancher un ordinateur portable pour vous autoriser à repartir. Nous avons sacrifié l'outil immortel sur l'autel de l'illusion technologique. Nous avons troqué la résilience contre un confort stérile et l'indépendance mécanique contre la servitude numérique. Il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. Il est temps d'arracher la couronne usurpée par la Renault 16, de la dépoussiérer et de la poser solennellement sur le toit bosselé, rouillé et asymétrique de l'éternel Renault 4L. La petite boîte à savon des campagnes était et restera à jamais la matrice véritable de l'automobile moderne, la pionnière sacrifiée sur laquelle tout a été bâti. Aviez-vous la moindre idée, avant cette enquête, que la voiture la plus populaire de France cachait un secret géométrique aussi scandaleux ? Saviez-vous que ses roues arrière étaient décalées de près de 5 cm ? Et pensez-vous, au vu de son palmarès, qu'elle mérite enfin le titre incontesté de voiture française la plus révolutionnaire du XXe siècle ? Prenez les armes dans les commentaires, défendez cette légende et faites trembler les puristes qui ont si longtemps adoré la mauvaise idole. La Renault 4L cachait sa difformité sous une carrosserie rustique pour conquérir le monde de la paix et du labeur. Mais si vous croyez que Renault détenait le monopole des secrets inavouables et des pactes avec le diable, préparez-vous à une descente aux enfers terrifiante. Car à la même époque, l'ennemi juré, le lion de Sochaux, sentait l'odeur de la mort s'approcher de ses propres usines. Pour éviter la faillite pure et simple dans les années 80, la direction de Peugeot a dû s'allier aux forces les plus obscures du sport automobile pour concevoir une machine destinée à écraser le monde des rallyes. Un monstre de puissance brutale, tellement instable, tellement dangereux qu'il a failli calciner vivant les propres pilotes chargés de le dompter lors des essais secrets. La bête s'appelait 205 Turbo 16 et le prix en sang et en mensonge pour la faire naître allait déclencher l'âge le plus sombre et le plus fascinant de la course automobile mondiale.